Bonjour, Monsieur Stanislas Tarnowski, et merci pour votre temps et merci pour votre présence ici. Vous êtes Bonjour. journaliste, vous avez un intérêt accru pour la technologie, si j'ai bien compris, et contredisez-moi si je me trompe là, et surtout pour la cybersécurité. Euh, Ma première Ok. question pour vous, ce serait comment voyez-vous l'état actuel de la cybersécurité dans le monde? C'est une question assez large, hein. C'est une très vaste question, en effet. Alors, je ne sais pas si on peut parler du monde, parce que les régions du monde sont extrêmement variées par rapport à cette problématique. Enfin, si on parle du continent nord-américain, du continent africain ou de l'Europe, l'état de la cybersécurité, en tout cas de la cyberdéfense, est pas du tout le même. On a des niveaux de préparation qui sont extrêmement variés. Euh, on a évidemment, d'un point de vue technologique, une avance assez considérable, notamment des États-Unis et des GAFAM, en termes d'intelligence artificielle, qui vraisemblablement est en train de bouleverser le secteur, parce que ça offre de nouvelles perspectives, euh, alors en termes de cyberdéfense, mais aussi de cyberattaque. D'après ce que j'ai pu voir, à de nombreuses reprises, voilà, on considère que l'IA est la prochaine grande révolution, je dirais, en termes de cybersécurité d'une manière générale. Donc évidemment, les acteurs américains ont une avance considérable. Je pense que la Chine est très au point aussi, même si on en fait beaucoup moins la publicité dans nos contrées. Bon, alors après, l'Europe est clairement en retard. Puis je parle pas du continent africain, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine. Enfin voilà. Euh, En Amérique latine, euh, on a quand même un pays entier qui s'est retrouvé sous le coup de cyberattaques massives au point qu'ils ont dû déclarer l'état d'urgence. C'était le Costa Rica. Et c'est bon, attendez, je vérifie en même temps qu'on parle parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Oui. Euh, mais c'était il y a un peu plus d'un an. Oui, c'est ça. C'était en mai-juin 2022. Je crois que c'était en juin que le Costa Rica a déclaré l'état d'urgence, comme pour une catastrophe naturelle, à cause de cyberattaques massives qui étaient dirigées contre les hôpitaux, contre les systèmes d'impôts, contre le système qui gérait tout ce qui était import-export, donc en fait un petit peu le poumon économique du pays. Et bon, vraisemblablement, les Costa-Ricains, bon, en tout cas, ils ont déclaré qu'ils ne payaient pas les rançons qui étaient demandées. C'était des attaques par ransomware. Ils ont déclaré qu'ils ne payaient pas, ce qui était assez courageux, parce que ça leur coûtait, ces cyberattaques leur ont coûté extrêmement cher. Et voilà, pour l'instant, à ma connaissance, c'est le seul cas de pays qui était victime de cyberattaques, je dirais massives, voilà, au point, encore une fois, de déclencher l'état d'urgence comme pour une catastrophe naturelle, en fait. Pourquoi est-ce que l'Europe est en retard par rapport à l'Amérique du Nord? Donc il y a un retard technologique qu'on a évoqué, qui est assez, enfin qui pour moi est assez clair, c'est-à-dire que vous avez des entreprises de taille beaucoup plus importante aux États-Unis, notamment, mais aussi en Chine qu'en Europe. Donc des entreprises qui peuvent consacrer une part de recherche et développement beaucoup plus significative. Je dirais peut-être aussi qu'en Europe, on n'a pas encore tout à fait assez conscience, ça change, mais on n'a pas encore assez conscience du danger cyber, que ce soit dans le grand public ou au niveau des entreprises. On sait que ça existe, on sait que voilà qu'Internet n'est pas forcément un environnement sûr, mais entre en avoir conscience et prendre les mesures de cyberdéfense qui s'imposent, il y a souvent un
un gap assez important. Il y a des études qui ont été publiées. Il y a des études qui ont été publiées sur le sujet où on se rend compte qu'en fait, voilà, les gens ont conscience que le risque cyber existe, mais c'est un petit peu comme pour la délinquance physique. Si vous voulez, on peut vous sortir des statistiques et vous dire que voilà, une entreprise sur deux minimum va être l'objet de cyberattaques. Je crois que c'est même encore plus. Tant que c'est pas vous qui a été pris sous les feux de la rampe, enfin, vous avez tendance inconsciemment à vous dire que vous allez passer en pay-boot. Et en discutant avec les entreprises du domaine voilà, de la cybersécurité, ils vous expliquent que, enfin, moi, c'est des propos que j'ai entendus très régulièrement, de dire, mais en fait, il faudra déjà commencer par ne pas laisser les configurations par défaut du serveur, ne pas laisser les mots de passe type 1, 2, 3, 4, 5, enfin des choses qui semblent totalement évidentes pour tout le monde, mais qui dans la pratique voilà, perdurent encore. De même que on parle de failles très célèbres de SolarWinds, enfin voilà, qui tournent depuis plusieurs années. Et les responsables de boîtes de cybersécurité vous expliquent que il y a encore des masses d'attaques qui se font par ces biais-là, alors que ce sont des biais qui sont connus, que les correctifs sont connus, mais que les entreprises n'ont pas forcément pensé voilà, à vérifier leur système, à appliquer les correctifs, parce qu'ils se disent que ça doit concerner les autres et pas eux, quoi, quelque chose comme ça. L'état de l'intelligence artificielle, quel est en Europe, c'est quoi le niveau ou les perspectives, par exemple, de ce domaine-là? Euh, Écoutez, les perspectives sont, de mon point de vue, les perspectives sont assez sombres. Je crois qu'au niveau de l'Union européenne, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a dit qu'on allait faire un grand plan sur l'intelligence artificielle et ça doit se chiffrer à une dizaine de millions d'euros. Donc, on se rend compte que ça représente une fraction. Alors, je suis pas sûr de mes chiffres hein, parce que je les ai pas sous Oui, les yeux. Mais en tout cas, enfin, on se rend compte que ça représente un faible pourcentage de ce que va investir un seul des GAFAM dans ce domaine. Donc, on est quand même très très en retard. On a l'impression, enfin, de ce que je peux en voir, c'est que c'est un domaine dans lequel la croissance des progrès est exponentielle. Donc en fait, ceux qui sont partis les premiers creusent l'écart tout simplement, et ceux qui partent en retard ont enfin chaque jour un retard plus considérable à combler. Enfin, on voit, alors pour prendre l'exemple le plus connu du grand public d'intelligence artificielle conversationnelle, même si c'est qu'un petit domaine de l'IA, les progrès qui ont été effectués entre ChatGPT 3 et 4 et maintenant 5, si je ne m'abuse, enfin, voilà, sont exponentiels. Et ces versions se succèdent à quelques mois, enfin en tout cas un peu moins d'un an les unes des autres. Donc j'ai l'impression en tout cas que pour qui veut prendre le train en marche, c'est extrêmement compliqué. vous avez écrit un article par rapport à une guerre froide au niveau des câbles sous-marins utilisés pour la transmission de données et finalement pour Internet. Oui. Euh, Ce sujet n'est pas très souvent traité par les médias. Pourquoi? Euh, c'est pas très sexy. Je pense que c'est pas très sexy, tout simplement. Un câble sous-marin, c'est de la fibre optique, c'est le diamètre d'un tuyau d'arrosage. Une fois que c'est posé, ça se voit plus. Donc, ça sort un tout petit peu dans les médias quand un câble est inauguré. Quand, alors, pour prendre l'exemple de la France, en novembre dernier, Marseille a été raccordé à un des plus longs câbles sous-marins qui était le câble To Africa. Alors là, il y a eu quelques articles de presse quand même, parce que
Ça a été un événement ça a été un événement pour la ville. Mais en réalité, c'est un sujet qui est peu sexy et je pense que mes confrères ne s'y intéressent pas non plus parce qu'ils n'y voient pas, enfin, ils ne voient pas que derrière ces histoires de câbles, en fait, il y a de réels enjeux géopolitiques. Il y a des enjeux économiques énormes, bien évidemment, mais les câbles sous-marins sont actuellement l'une des expressions, en fait, ou un des vecteurs, en tout cas, des rivalités internationales, alors notamment entre les États-Unis et la Chine, en ce qui concerne le papier auquel vous faites référence. Mais on pourrait élargir un petit peu aussi et dire que on a des vrais enjeux géopolitiques et même politiques, tout simplement, pour l'ensemble des pays, dans la mesure où ces câbles sont de plus en plus posés, opérés, donc contrôlés par des acteurs privés, ce qui pose un certain nombre de questions en termes de souveraineté nationale pour les pays pour qui ça représente encore un enjeu. Il semblerait que la Russie a même menacé qu'elle va commencer à couper des câbles sous-marins. Euh, Pensez-vous qu'Internet est en danger? Alors, effectivement, on a vu dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a vu en tout cas beaucoup de craintes du côté occidental que ces coupures n'arrivent. Ça, c'est exact. Ça, pour le coup, on en a pas mal parlé dans les médias à l'époque. C'est bon, les craintes jusqu'à présent se sont révélées infondées. On peut pas prévoir l'avenir, mais ces craintes se sont révélées infondées jusqu'à présent. Ça représenterait de couper les câbles représenterait pas un enjeu stratégique et militaire majeur en ce qui concerne la Russie. D'abord parce que pour qu'il y ait un vrai impact sur le trafic mondial, il faudrait couper énormément de câbles, puisque comme vous le savez, quand une route est coupée, Internet trouve d'autres chemins pour faire parvenir les données à destination. Des câbles, il y en a quand même plusieurs centaines qui sillonnent les mers. Donc voilà, pour que c'est un réel impact autre que local, il faudrait des opérations de très très grande ampleur qui, en plus de ça, ne serviraient pas forcément les intérêts russes, les intérêts économiques russes. Même si la Russie a en partie isolé son réseau Internet, elle reste quand même connectée au reste du monde. On parle beaucoup d'une Russie isolée en Occident, mais on constate d'ailleurs avec l'élargissement récent des BRICS que en réalité sur la scène mondiale, la Russie est très très loin d'être isolée. Les BRICS, c'est 80% du pétrole mondial maintenant, enfin à partir du 1er janvier 2024. C'est les 2 ou 3 cinquièmes de la population. Enfin voilà, c'est pas rien. Donc la Russie n'a pas envie de se transformer en genre de Corée du Nord qui serait totalement coupée du monde. Ça n'aurait pas de sens ni pour ses affaires, ni même, par exemple, pour ses opérations d'influence. Elle a besoin d'aller déverser sa propagande en direction de chez nous. C'est les fameux trolls russes et les fermatrolls russes dont on parlait beaucoup à une époque. Ces gens-là sont connectés à Internet. Bon, de même que nous, en Occident, on a aussi le pendant, hein, que ce soit en termes de propagande ou en termes d'opérations cyber. Donc, il me semble pas que ce soit un danger très immédiat, en tout cas. En parlant du BRICS, là, déviant un peu de sujet, pensez-vous que le dollar américain est en danger, euh, menacé par ces pays qui essayent justement de switcher un peu du dollar US et puis le remplacer par, je sais pas, le yuan ou d'autres monnaies, là? Oui, alors, en danger, à l'heure actuelle, je dirais que c'est beaucoup dire. Le, la suprématie du dollar dans les échanges commerciaux internationaux, enfin, la fin de cette suprématie n'est pas pour demain. En revanche, le monopole du dollar sur un certain nombre d'échanges de matières premières, notamment le pétrole, ça, c'est déjà une réalité. Récemment, l'Arabie Saoudite, donc
avant d'être acceptée parmi les nouveaux membres des BRICS, l'Arabie Saoudite avait déjà accepté de vendre des hydrocarbures à la Chine payés en yuan. Donc, il est certain que les BRICS et je dirais l'ensemble des pays non alignés sur l'Occident souhaitent pouvoir limiter leurs échanges en dollars euh, pour un certain nombre de raisons. À mon sens, la première d'entre elles, c'est que le dollar en tant qu'instrument de change vous fait tomber sous le coup de l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que les Américains considèrent qu'à partir du moment où vous avez utilisé un service américain, que ce soit un dollar, que ce soit un courriel Gmail ou n'importe quoi d'autre, vous devenez justiciable américain et donc vous pouvez être condamné en vertu des lois américaines, même si vous-même vous n'êtes pas résident américain, pas citoyen américain, pas résident aux États-Unis. Et on a vu un certain nombre d'entreprises, alors dans le cadre des politiques de sanctions américaines notamment, des entreprises qui ont été très lourdement sanctionnées. En France, on a eu la BNP, par exemple, qui a dû payer plusieurs milliards de dollars aux États-Unis pour se défaire d'attaques du système judiciaire américain sur des affaires dites de corruption. Donc voilà, donc évidemment des pays qui sont en rivalité plus ou moins vive avec les États-Unis. On pense évidemment à la Russie, on pense à la Chine, euh, n'ont aucun intérêt à utiliser le dollar voilà, qui les place sous une forme d'épée de Damoclès. Euh, c'est une première raison, il peut y en avoir d'autres, évidemment. Quel est le poids de la Chine au niveau du réseau Internet, notamment les câbles sous-marins, tout ça? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup là, du poids de ce que ça représente la Chine en tant que, je sais pas, même Alors, pourcentage. en termes de câbles, bon, enfin, il faudrait voir deux aspects dans votre question. Alors, il y a les opérateurs oui, les opérateurs de câbles, les gens qui posent les câbles. Là, actuellement, en fait, il y a quatre grosses sociétés. Il y a Alcatel Submarine Networks, qui est le leader mondial, qui était une société française qui a été rachetée par Nokia il y a quelques années. On a l'américain Subcom, on a le japonais NEC et on a le chinois Huawei Marine. Donc ça, ce sont les principaux acteurs de la pose de câbles. Ensuite, sur qui contrôle les câbles, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Les Chinois contrôlent relativement peu de câbles à l'échelle mondiale. Ils ont tenté de se développer. Ils ont tenté de se développer depuis plusieurs années. Alors, d'une part, avec des câbles qui suivent les nouvelles routes de la soie. Donc, les nouvelles routes de la soie, ce sont ces routes commerciales qui peuvent être des routes goudronnées, des chemins de fer, enfin, toutes sortes d'infrastructures physiques qui sont doublées d'infrastructures logiques, en fait, donc de câbles, et qui partent de la Chine et qui vont quasiment jusqu'au bout du continent eurasiatique, donc jusqu'en France, hein, concrètement, et également vers l'Afrique. Euh, on parlait tout à l'heure du câble To Africa. C'est un câble qui a été posé par un consortium dans lequel est présent la Chine. Donc voilà, les Chinois, partout où ils s'implantent économiquement, essayent d'implanter leur câble. Alors ensuite, c'est une stratégie qui a connu des revers, puisque les États-Unis n'ont pas laissé faire. Il y a un certain nombre de projets de câbles dans lesquels les Chinois ne pouvaient être même que partie prenante, c'est-à-dire des projets dirigés par un consortium dans lequel vous aviez un acteur minoritaire qui était chinois, qui ont été bloqués au titre de la sauvegarde des intérêts de la sécurité des États-Unis. Je pourrais vous retrouver des exemples. Euh,
j'ai plus j'arrive plus à remettre le nom sur le nom de ce câble, mais il y en a notamment un qui devait relier la côte ouest des États-Unis à Hong Kong. Les Américains ont tout simplement dit que non, ça n'arriverait pas, alors que le câble était posé, qu'en fait on on était quasiment à quelques jours de l'inauguration du câble. Euh, Bon, résultat, en fait, ces câbles qui devaient relier la Chine aux États-Unis ont été déroutés, ont été prolongés vers d'autres pays, je dirais, moins sensibles politiquement. Voilà. Comment voyez-vous la place du Canada au niveau de la cybersécurité euh, dans le monde? Quelle image avez-vous du Canada de ce point de vue-là? Écoutez, en termes de cybersécurité, très honnêtement, je n'ai vraiment pas d'opinion particulière sur la question. Euh, Très franchement, je ne sais pas qui sont les acteurs majeurs de la cybersécurité au Canada. Donc, je serais bien en peine de vous donner une réponse très renseignée. J'imagine que la même chose pour le Québec, Oui, évidemment. on voit plus le Québec, je dirais, par d'autres angles d'approche que celui de la cybersécurité. En France, voilà, il y a le combat autonomiste ou indépendantiste, il y a la proximité culturelle, il y a, voilà, il y a le combat culturel en fait contre l'anglophonie, qui sont des choses qui nous sont qui, qui nous parlent beaucoup ici en France. Mais je dois avouer que, alors je suis peut-être pas assez pointu pour le coup sur les domaines de cybersécurité pour savoir quels sont les acteurs importants québécois ou canadiens dans le domaine. Et la place de la France? La place de la France est comme dans bien d'autres domaines assez modeste. On a on a des gros acteurs dans le domaine des télécoms. Enfin, Orange est présent est très présent à l'international. On a quelques sociétés qui sont très innovantes et très pointues dans le domaine de la cyber. Je pense que quand même globalement on n'est pas très, on est plus très en pointe, en tout cas. Si jamais on l'a été. J'interviewais Monsieur Chalian, qui est un Français d'origine et qui était euh, conseiller du gouvernement américain pour les questions de cybersécurité, qui a même été chef de la cybersécurité de l'US Air Force et qui m'expliquait que voilà quand les acteurs français du cloud venaient le voir avec leurs propositions techniques, bon ça c'est pas très gentil mais il rigolait parce que il disait qu'on était tellement en retard sur d'un point de vue voilà d'un point de vue technique, d'un point de vue de solutions cyber que malgré toute la sympathie qu'il pouvait avoir pour ces acteurs français, il, il les retenait jamais. Euh, il les retenait jamais. Et c'est la même chose pour l'Italie, pour l'Allemagne, euh, notamment des pays qui font partie de l'Union européenne et qui sont assez puissants, enfin, technologiquement, dans le domaine des voitures, par exemple, et tout ça. Donc, pour l'Allemagne, est-ce que de ce point de vue-là, toute l'Europe est en retard? Toute l'Europe est en retard et donc comme on l'évoquait plus haut, il y a des plans d'investissement au niveau européen qui existent, mais qui représentent des pourcentages relativement ridicules par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui se fait notamment aux États-Unis et je pense aussi en Chine, même si on a beaucoup moins de données sur la Chine. Bon, très clairement, en fait, sur ces questions à la fois de cybersécurité, d'intelligence économique, d'intelligence artificielle, pardon,
On a deux gros acteurs qui sont les États-Unis et la Chine. Bon, les États-Unis, c'est très évident. La Chine communique beaucoup moins, pour des raisons également évidentes, des raisons politiques, communique beaucoup moins, mais commence à être extrêmement en pointe. On voit que tout leur système, par exemple de crédit social, en Chine, repose de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sur un certain nombre de pans très précis de l'intelligence artificielle, et que en termes de cybersécurité, alors eux, ils ont des politiques qui sont très simples, hein, ça n'empêche pas toutes les attaques, mais tout ce qui représente une menace est immédiatement coupé, que ce soit une menace strictement cyber, que ce soit une menace qu'ils estiment politique. Il y a un certain nombre de réseaux sociaux, de sites Internet qui sont totalement inaccessibles en Chine. Euh, donc, voilà, ils prennent beaucoup moins de gants. Ils prennent beaucoup moins de gants en termes de cyberdéfense, de contrôle de la population, ce qui évite aussi un certain nombre de cyberattaques, et de contrôle social et politique. Je sais que ce n'est pas nécessairement votre domaine, mais investir dans la cybersécurité serait un bon choix. Alors, je vous confirme que l'aspect financier et boursier n'est pas mon domaine. Euh, donc, je m'en voudrais de donner à vos éditeurs des conseils d'investissement hasardeux. Ce qui est certain, c'est que c'est un domaine en pleine expansion. Euh, de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché de la cyber. Il y a de plus en plus de PME qui émergent. Il y a des grosses boîtes qui sont très présentes sur ce marché. Et c'est un marché de fait qui est en pleine explosion, puisque les cyberattaques, elles se multiplient, que ce soit des cyberattaques à visée strictement criminelle, voilà, typiquement les ransomware, les vols de données, ce genre de choses, ou que ce soit des cyberattaques à visée plutôt politique ou étatique. Donc on pense à l'espionnage, on pense à des opérations de déstabilisation, etc. Donc oui, on va dire oui, c'est certainement une bonne idée d'investir dans la cybersécurité puisque c'est un domaine en pleine croissance. Maintenant, pitié, ne me demandez pas dans quelle boîte investir. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup. Une petite dernière question. Euh, Comment voyez-vous l'avenir de la guerre froide en technologie? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont rester quand même le leader mondial de, du domaine technologique, cyber, intelligence artificielle? Alors, c'est toujours extrêmement difficile de faire des pronostics. Il me semble que sur un certain nombre de plans, les États-Unis ne sont déjà plus la première puissance mondiale. Si on regarde le PIB par habitant, si on regarde le taux de croissance, si on regarde le nombre de brevets qui sont déposés sur un certain nombre de domaines, et notamment les domaines, alors je dirais liés à l'informatique au sens large, donc qui comprennent évidemment la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Euh, les États-Unis déposent moins de brevets maintenant que les Chinois. Et c'est probablement la partie émergée de l'iceberg parce que voilà, les Chinois sont pas du genre à déposer des brevets à tort et à travers et donc à devoir par là même rendre publiques leurs avancées technologiques. Euh, bon, voilà, il me semble que la dynamique est plutôt du côté de la Chine. Après, évidemment, on a des acteurs américains qui sont encore de tout premier plan, qui ont une puissance de frappe considérable. Euh, et on se retrouve, à mon sens, dans ce domaine comme dans des domaines plus larges au plan économique, au plan de la rivalité militaire, dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est-à-dire que quand vous avez une puissance montante et une puissance descendante, le moment où elles se croisent, où les courbes des deux se croisent, c'est-à-dire où la puissance qui était autrefois hégémonique voit son hégémonie contestée,
Voilà, ça, c'est un moment très dangereux puisque la puissance hégémonique mais descendante aura tendance à tout faire, y compris les trucs les plus sales, pour conserver son hégémonie. Euh, donc, il me semble on est dans ce cas de figure, alors que ce soit dans le domaine de la cyber, de l'IA, mais aussi de la puissance militaire ou de la puissance économique. La Chine est clairement dans une dynamique ascendante. Les États-Unis connaissent de graves difficultés internes, connaissent de graves difficultés à l'international aussi. Enfin, on a vu le succès très relatif, on va dire, de leurs dernières interventions, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan, et plus récemment de leur soutien très massif à l'Ukraine qui n'a pas produit les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, on voit quand même une Russie, justement, militairement euh, très faible, d'après ce qu'on voit dans les médias occidentaux. Euh, Très faible et puis très corrompue aussi. On pensait, je pense que tout le monde pensait que la Russie était quand même une super puissance militaire, alors que là, ce qu'on voit sur le terrain, bah, de loin évidemment, ce n'est pas si impressionnant que ça. Alors, je nuancerais pas mal ces propos. Sur la corruption, oui, bien sûr, c'est un pays qui est très corrompu. Bon, on nous explique régulièrement que, en fait, la Russie, c'est pas un si grand pays que ça, parce qu'elle a environ le PIB de l'Espagne. Bon, pour les gens qui connaissent un petit peu la Russie, on sait qu'il y a effectivement une part de l'économie informelle qui est très importante. Et donc, le PIB peut être multiplié par deux environ. Si on ajoute voilà tout ce qui circule comme affaire en cash et qui donc échappe aux statistiques officielles. Euh, la faiblesse de la Russie, alors d'un point de vue économique, nous on avait un ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire, qui nous avait expliqué qu'on allait mettre la Russie à genoux grâce aux sanctions prises par l'Union européenne, par les États-Unis, par l'ensemble de l'Occident. Bon, il se trouve que actuellement c'est plutôt l'économie européenne qui est à genoux. L'économie russe se porte très bien. Elle a souffert sur certains plans des sanctions, mais en réalité, il semble qu'ils s'y étaient préparés, qu'ils avaient quand même assez largement anticipé le coup. On voit que, par exemple les sanctions bancaires, le fait de soustraire la Russie du système SWIFT, donc qui est le système d'échange interbancaire au niveau mondial, n'a pas du tout produit les effets escomptés puisque la Russie avait déjà préparé son propre système, qu'elle s'était branchée au système chinois. Enfin voilà, donc ils ont quand même pas mal contourné la question. D'un point de vue militaire, alors, il est certain que au début de cette guerre, il y a eu énormément de grosses erreurs du côté russe et des erreurs presque plus psychologiques que militaires. Les Russes sont rentrés en Ukraine dans l'idée que, en fait, ils allaient délivrer leurs cousins slaves du joug d'un régime extrêmement corrompu. Alors la corruption en Russie, on en a parlé, mais le pays qui bat depuis des années tous les records de corruption, c'est quand même l'Ukraine. Euh, Enfin, en tout cas, ils font au moins jeu égal avec la Russie. Bon, donc ils sont arrivés avec un contingent relativement limité. L'intervention russe au début de la guerre, c'était 150 000 hommes, c'est-à-dire environ un tiers des effectifs de l'armée ukrainienne. Donc on comprend par là qu'en tout cas leur objectif n'était pas d'envahir la totalité de l'Ukraine. Vous envahissez pas un pays avec une armée qui représente un tiers des effectifs de l'armée d'en face. Enfin, ça n'existe pas. Mais voilà, ils ont quand même commis beaucoup d'erreurs. Ils se sont dit qu'ils allaient renverser, qu'ils allaient faire un coup de bluff en fonçant sur Kiev et que le régime de M. Zelensky allait s'effondrer comme un château de cartes. Ça n'a pas été le cas. Actuellement, d'un point de vue militaire, euh,
quand ils ont vu que voilà cette stratégie de renversement du gouvernement ne fonctionnait pas, ils se sont repliés sur ce qu'ils considéraient comme leurs buts de guerre les plus stratégiques, c'est-à-dire la région du Donbass et en fait toute la côte est de l'Ukraine pour faire la jonction avec la Crimée. Et se sont mis en défense. Et l'armée russe est une armée qui est excellente en défense. On le voit avec les offensives tragique de l'armée ukrainienne qui s'est fait voilà qui s'est fait tailler en pièces enfin, de manière absolument épouvantable en essayant de percer ces fameuses défenses russes. Je dirais aussi que pour revenir un petit peu à une considération économique, parlant de la Russie, on se rend compte que la Russie c'est un pays où environ entre un quart et un tiers, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre un quart et un tiers du PIB c'est l'industrie. Si on compare avec la France où c'est moins de 10%, les États-Unis, je crois on est entre 10 et 15. Euh, voilà, on comprend que on a essayé de mettre à bas un pays qui a toutes les matières premières. Ils ont les hydrocarbures, mais ils ont les métaux, ils ont le bois, ils ont les matières premières alimentaires, céréales, fruits, légumes, ce que vous voulez. Et ils ont en plus de ça conservé sur leur sol une industrie. Et actuellement, on a les responsables de l'OTAN qui expliquent qu'ils n'arrivent plus à fournir des obus à l'Ukraine parce que les stocks sont à sec et que les capacités de production sont insuffisantes. La Russie est rentrée en économie de guerre et voilà, ils ont des usines qui tournent à plein régime pour produire des obus, pour produire des armes, pour produire des drones. C'est c'est une guerre. Enfin, faut visualiser la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme la guerre de 14-18 avec les drones et l'observation satellite en plus. Donc, ça, ce qui change pas mal de choses. Mais voilà, actuellement, on est dans une guerre d'attrition, c'est-à-dire que chaque camp essaye de causer le maximum de pertes à l'adversaire. Et en tout cas, depuis plus de 6 mois, si ce n'est plus, la Russie a clairement l'avantage à ce niveau-là. Euh, En fait, ce type de conflit, on compte le nombre de canons qu'on peut aligner par kilomètre parce qu'on sait que 80% des morts, c'est de l'artillerie, artillerie ou assimilé. Hein, les drones kamikazes, tout ça, c'est assimilé à de l'artillerie. Et donc, les Russes peuvent aligner 4 à 5 fois plus de canons au kilomètre que les Ukrainiens, donc ils font 4 à 5 fois plus de pertes. Quoi. C'est très mathématique. Donc, pour l'instant, les Russes sont plutôt en bonne position. Alors, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, mais on se rend compte qu'on est quand même, les Ukrainiens sont quand même à la troisième armée qui mettent face aux Russes, si vous voulez, l'armée du début de la guerre entre les pertes matérielles, les pertes humaines, que ce soit les morts, les blessés, les prisonniers, elle a été complètement mise hors de combat. Il y en a eu une deuxième qui est intervenue il y a à peu près 8-9 mois, donc entraîné et équipé largement par les Occidentaux, par l'OTAN. Là, on en est à la troisième. Tous les matériels qu'on a fournis aux Ukrainiens ont été jetés dans ces offensives un petit peu désespérées. Et voilà, les chars Léopard, les blindés Bradley américains, euh, tout ça, c'est détruit à plus de minimum 50%. Peut-être que on verra bien, parce que la Russie est une dictature quand même. On verra bien ce qui va se passer là euh, avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va rester au pouvoir ou il sera éliminé à un moment donné?
Peut-être que ceci aussi, ça a joué sur le fait que la Russie a mal fait, tout du moins ce que vous dites au début, là. Donc, mais Ouais, bon. ouais, ouais. Ouais, ça, effectivement, l'avenir bon, l'avenir politique de la Russie est certainement, certainement incertain, si vous me passez l'expression. Alors, ce qui est par ailleurs exact, c'est que ce que je vous citais tout à l'heure comme les Russes commencent mal les guerres et ils les terminent bien mieux qu'ils ne les commencent, c'est une constante historique. Ça peut être, c'est dû à des erreurs très manifestes là, sur ce cas d'espèce du renseignement russe, de l'état-major russe, voilà, qui a mal évalué la situation. Mais qu'il s'agisse des campagnes napoléoniennes, qu'il s'agisse de la Première Guerre mondiale, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont toujours mal commencé les conflits euh, pour toute une série de raisons. Et une fois qu'ils sont, voilà, ils sont assez lents à la détente, on va dire. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans une dynamique de guerre, ils terminent beaucoup mieux les conflits qu'ils les ont commencés. Donc, c'est pas une loi absolue. On verra ce qui va en être pour le cas de l'Ukraine. Mais en tout cas, il y a de nombreux précédents historiques qui laissent à penser que, voilà, que cette situation que connaît le front de la guerre russo-ukrainienne n'est pas quelque chose d'inédit. Stanislav Tarnowski, merci beaucoup. Avec grand Et puis, plaisir, j'espère qu'on va se revoir ici sur Zoom, ou peut-être en personne bientôt. Merci avec beaucoup. très grand plaisir. Merci beaucoup.